Eh ben oui, c'est la bonne question parce que le Bayern se sait lui-même, son entraîneur en interne, et puis à l'extérieur, ça se ressent aussi. Les journalistes ne manquent pas de le signaler. Le Oui, Bayern se sait un peu usé, un peu fatigué, un peu au bout du rouleau dans son ensemble. Il y a pour plein d'équipes, évidemment, le rythme habituel, ce qu'on appelle en Allemagne la Englische Woche, c'est-à-dire les semaines anglaises. C'est pas ce qu'on dit oui, en français, mais simplement match le samedi, dimanche, match le mardi, mercredi, jeudi, match le dimanche suivant, samedi, dimanche, lundi suivant. Et le Bayern, évidemment, qui est concerné largement aussi par les joueurs dans les équipes nationales, il n'y a plus trop d'essence actuellement évidemment, et l'entraîneur Hansi Flick le mentionne dans ses confs de presse, ne s'en plaint pas parce qu'évidemment, ça continue à bien performer, oui. mais a bien conscience de ça, comme je le disais à l'instant. Et du coup, on peut identifier facilement un 11 ou un 11 élargi de titulaires. On les connaît avec Neuer, avec d'un côté de la chaîne et Lewandowski de l'autre côté de la chaîne. Oui, Mais il faut aussi, et c'est toute la pertinence de la question, il faut aussi savoir intégrer les quelques recrues et savoir s'appuyer sur certains matchs, voire sur tous même en fait, sur des joueurs qui sont considérés soit comme secondaires par les supporters, par les observateurs du foot, soit comme des doublures ou des joueurs d'appui, évidemment. Et en plus, j'en terminerai mon petit monologue par là, en plus, il y a aussi des blessures, comme dans tous les clubs. La plus symbolique d'entre elles étant évidemment Joshua Kimmich. C'est oui, lui qui est l'homme à tout faire au milieu de terrain, entre la défense, le milieu et l'attaque. Et son absence, évidemment, a laissé quand même un gros trou qu'il a fallu combler, difficilement parfois, parce que les oui, joueurs autour de lui habituellement, un Goretzka par exemple, un merveilleux joueur, n'est pas forcément un ouvrier de la défense. Donc oui. quand Kimmich n'est pas là, c'est un peu plus dur de rayonner, par exemple pour Goretzka peut-être. Donc voilà, il faut intégrer ça, il faut intégrer toutes ces doublures, tous ces joueurs qui sont des renforts et être capable de supporter aussi les blessés. Mais globalement, pour l'instant, Bayern premier de championnat, Bayern premier en Ligue des Champions, on arrive à gérer. En effet, concernant, Kimmich, c'est sûr que ce métronome fabuleux, qui fait partie de ces joueurs, qui ne sont pas les plus connus mondialement, mais Dieu sait que pour les passionnés de football, ça fait partie de ces joueurs un peu comme des Paul Scholes, pas les plus connus, mais des joueurs absolument indispensables pour un effectif et un entraîneur. Aujourd'hui, alors comme tu l'as souligné, on connaît parfaitement le 11 de départ, le 11 titulaire, lorsque tout le monde est évidemment en forme du côté du Bayern. Concernant le banc, est-ce que tu peux nous rappeler quelques noms de ce banc et qu'est-ce qu'on pourrait en attendre, si ce n'est des choses qui se sont déjà réalisées depuis le début de saison concernant ces remplaçants? Mais ça, c'est très intéressant. On peut partir de l'arrière simplement parce que les grands noms, tout le monde les a à l'esprit. Donc Neuer, il veut jouer tout le temps, il joue et il n'y a guère de problème. Il a en plus la satisfaction d'avoir digéré ses complications au pied. On se souvient, hein, il y a un an ou deux, il était sur le flanc et il se demandait lui-même s'il pouvait revenir parce que ses soucis au pied, ses opérations au pied étaient compliquées. Il est revenu, il est à son top niveau ou quasiment, et Ouais, il peut jouer. Si l'entraîneur, malgré tout, décide de le remplacer, comme ça a pu être le cas récemment dans des matchs à moindre enjeu, Alexander Nubel, qui était très fort avec Schalke précédemment, va trouver sa place. C'est dur pour un jeune gardien de jouer peu, mais Nubel est une doublure sur laquelle on peut s'appuyer. On est sûr que sur un match, il va nous faire deux, trois arrêts déjà de niveau de classe, de niveau mondial. Au niveau ouais, du gardien, c'est comme ça. Pour la défense, allez, ils sont 5-6 pour 3-4 places. Les titulaires habituels, ce seraient les deux Français sur les côtés, Lucas Hernandez à gauche, Benjamin Pavard à droite, et puis au milieu, 3 pour 2 places, avec Alaba, avec Zule, avec Boateng. Donc là, déjà, il y a un remplaçant sur ces 5-là. Et puis, ouais, moi, je veux mentionner aussi tout de suite Alphonso Davies, le jeune Canadien, si fort la saison dernière, la révélation, qui est en train de se remettre, qu'on reverra sans doute au mois de janvier, et qui est actuellement forcément par la force des choses remplaçant, mais qui peut être aussi un titulaire, permettant aussi à Lucas Hernandez de venir en défense centrale s'il faut soulager un Zule
qui serait un peu avec 3-4 kilos de trop, ou un Boateng qui serait un peu trop lent pour certains matchs, peut-être, voilà, pour simplifier. Donc là, il y a des solutions malgré tout en défense. Si on avance un peu sur le terrain, il y a aussi de la matière au milieu. Bon, les titulaires habituels, Müller sera un cran devant, mais derrière lui, on aura Goretzka, on aura Kimmich. Il y a quelques solutions qu'il va falloir intégrer maintenant. Tanguy Kouassi a été recruté évidemment, Nianzou, comme il y a écrit sur son maillot et comme il veut qu'on l'appelle maintenant en Allemagne, a été recruté peut-être pour être à mi-chemin entre une défense centrale et peut-être milieu défensif, on verra. Il est en train tout doucement de s'intégrer, il a eu quelques minutes de jeu dernièrement. Javi Martinez, incroyable, il était en partance pour retourner vers Bilbao, il est resté, il a déjà rendu tellement de services en ce début de saison qu'on pourrait dire déjà merci si on était dans le board du Bayern, parce que c'est vraiment un joueur essentiel aussi au milieu qui peut dépanner en défense. Il est blessé actuellement, il s'est blessé il y a quelques jours, mais voilà une solution aussi crédible au milieu de terrain. Puis ensuite, devant, là, il y a quand même une vraie hiérarchie. Je veux dire, par exemple, côté gauche, si vous mettez Kingsley Coman titulaire, parce qu'actuellement, il est souvent décisif, vous pouvez le reposer en mettant Douglas Costa. C'est ce qui s'est passé dans le match de Ligue des Champions contre le Lokomotiv Moscou. Côté droit, Gnabry, un peu moins régulier en ce moment, un peu moins performant. Bien sûr que Leroy Sané doit être capable, ne serait-ce que sur 15-20 minutes, de faire des actions de classe. C'est quand même beau de se dire que sur le banc, il y a Sané et qu'il peut dépanner un gros quart d'heure pour rendre service au club. Oui, alors après, je pense qu'Hansi Flick, et on aura l'occasion d'y revenir dans nos émissions, dans nos vidéos, Hansi Flick est le roi du management. Il y avait eu avant lui Heinkes, il y en a d'autres comme ça, des entraîneurs qu'on a bien identifiés qui sont très forts pour manager un groupe. Hansi Flick sera intelligent. Si le roi Sané est en pleine réussite, il le titularisera. Voilà, et les autres devront accepter aussi de faire un petit tour sur le banc. Et puis devant, on l'a encore vu aussi sur le dernier match, Lewandowski, légère alerte musculaire. On met Choupo-Moting parce que le match a moins d'enjeux, parce que Choupo peut aussi réussir des choses. Et c'est ce qui s'est passé là contre Lokomotiv. Donc voilà, ça c'est le groupe un peu resserré. J'ai oublié quelques noms sans doute, mais déjà avec ceux-là, Flick peut pallier à une grosse absence et avec des profils légèrement différents. Martinez, évidemment, n'a rien à voir avec Goretzka ou Kimmich, avec des profils différents, organiser quand même une équipe qui sera opérationnelle tout de suite, y compris s'il fallait dépanner sur un gros match en Coupe d'Europe. Tous ceux-là sont évidemment compétitifs à ce niveau-là. Eh ben moi, je trouve qu'on a déjà un peu de recul, effectivement, pour se dire ça. Alors, juste un tout petit éclairage rapide sur le passé. Effectivement, ce club a fini avec ses échecs répétés dans le dernier maillon de la chaîne, en finale de Coupe d'Europe contre le Real de Zidane, par exemple, a fini par se faire appeler Neverkusen ou Witzekusen, parce qu'ils ne gagnaient jamais rien alors qu'ils étaient au niveau pour disputer les finales ou les emballages de fin de championnat. Oui, je trouve qu'on a déjà un peu de recul parce qu'il y a plusieurs points extrêmement positifs pour ce club. Le premier d'entre eux, celui qui est visible bien sûr pour les fans du foot européen, c'est que le départ de Kai Havertz, qui était ce jeune brillant au milieu de terrain qui finissait par rayonner la saison dernière et par prendre une ampleur énorme, son départ, alors qu'on se disait, oh là là, ils vont faire comment, ils ont décidé de ne pas le remplacer parce que ça mettait un peu d'argent dans les caisses. Et puis c'est pas un club qui a une surface financière suffisante pour ressortir immédiatement 100 millions d'euros à l'achat. Ils l'ont remplacé, en fait, parce que le jeune Florian Wirtz, qui est son remplaçant, désigné avec un profil un peu différent, peut-être un peu moins homme à tout faire, mais très brillant aussi, trouve sa place maintenant. Il est là, il est bien présent, il est tout jeune encore, mais il a les clés et on lui fait confiance et ça marche. Milieu de terrain, donc offensif, relayeur offensif, capable de jouer un peu aux différents endroits du terrain, du milieu en tout cas. Ça, c'est une grande réussite. C'est le premier qui vient à l'esprit. Après, il y a aussi l'entraîneur, Peter Bosz, c'est-à-dire que lui, il fait partie des idéologues. Il avait développé notamment avec l'Ajax ce jeu très offensif,
très marqué, très estampillé Ajax justement, et il a essayé en Allemagne d'en faire un peu autant. Donc ça a donné un résultat évident, c'est-à-dire beaucoup de buts marqués, beaucoup de buts encaissés. Ouais. Or aujourd'hui, ils ont trouvé de la stabilité aussi pour tenir un résultat. Donc voilà, ça ce sont les 2 premières choses essentielles qui me viennent à l'esprit. Et puis c'est un bel effectif, quoi. Il y a quand même aussi de la variété. Un Lucas Alario en attaque est un profil particulier d'attaquant un peu grand, un peu puissant. Les joueurs qui jouent quand lui n'est pas là ont d'autres profils et ça fonctionne aussi. Il y a aussi ce qu'il faut d'expérience, aussi bien sur le terrain, avec par exemple les frères Bender, le gardien Radetzky qui a fait une boulette récemment, je crois que c'était contre Nice en Coupe d'Europe, mais Ouais. qui est quand même un très bon gardien. Et puis aussi, et je veux le citer tout de suite, dans la coulisse, la stabilité. Parce que je sais que dans d'autres clubs, on est en train de changer les directeurs sportifs et les présidents tous les 6 mois. Je pense que vous savez un peu à qui je pense en Allemagne. Ah, Allez vers ça, j'en ai aucune idée. Ah bah non, il suffit de regarder en bas du classement. À Leverkusen, Rudi Völler, qu'on a connu, le public français avec l'OM, Ah là là. avec son titre de champion du monde en 1990, il est très bien comme directeur sportif. Il met le petit coup de gueule quand il faut. C'est une grande stabilité. C'est un joueur qu'on ne discutera pas au niveau de un dirigeant désormais, qu'on ne discutera pas au niveau de son palmarès. Donc on a trouvé à Leverkusen, et je trouve que c'est nouveau, moi, un peu cette saison. C'est ça qui leur donne toute cette performance et cette crédibilité. On a trouvé la stabilité que précédemment, y compris avec ce même entraîneur Peter Bosz, on n'avait pas. C'est-à-dire que oui, ça pouvait pétiller, ça pouvait marquer 3-4 buts, mais ça pouvait aussi sombrer. Cette saison, il n'en est rien. Ouais. Et si ma mémoire est bonne, c'est l'une des 2 seules équipes du championnat à ne pas avoir connu de défaite encore dans la Bundesliga avec Wolfsburg cette saison. Donc c'est vraiment très bien. C'est ça, c'est exactement ça. 6 victoires, 4 nuls, 0 défaite. Et pour étayer ton propos, au niveau de la défense, c'est la meilleure défense avec seulement 9 buts encaissés. Complètement nouveau. Et c'est la co-meilleure défense exactement, puisqu'également le Leipzig n'a encaissé que 9 buts également. Ouais, je pense que c'est leur grande question. Enfin, je veux dire, c'est la grande question sportive du moment. J'ai envie de comparer Leipzig avec euh, un enfant dont les parents décideraient de lui faire apprendre le vélo à marche un peu forcée, c'est-à-dire sans les petites roulettes sur le côté. Ouais. On sait que l'enfant est doué, il est adroit, et on veut aller vite. Et on sait que la bonne formule quand on est sur un vélo, c'est que tant qu'on pédale et tant qu'on accélère et qu'on tient le guidon et qu'on va droit, il n'y a pas de souci, quoi. Et alors, bien sûr, on peut rencontrer un trottoir, on peut rencontrer une ornière, un nid de poule, on peut tomber contre une équipe injouable. Mais Leipzig, ils sont là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ils ont décidé d'aller vite. C'est un club un club dans sa reformation, dans sa reformulation. C'est un club qui a une grosse dizaine d'années. Ils ont décidé d'avancer vite et ils ont réussi à avancer vite parce que tout est très bien structuré, tout est très bien organisé. Pour être performant économiquement, on sait comment à peu près, et pour être performant sportivement, avec des critères très précis qui ont été installés par le professeur Ralf Rangnick il y a quelques années. Ouais. C'est-à-dire, on recrute d'abord des jeunes talents et puis on leur fait confiance pleinement et on leur laisse les clés du camion, si je puis dire. Leipzig fait ça. C'est-à-dire on peut comparer avec un jeune enfant doué sur un vélo, on peut comparer aussi avec un funambule qui traverserait une zone sur un fil avec du vide en dessous, mais qui estime que plus il va vite, plus il arrivera vite de l'autre côté du ravin. Et c'est ça, c'est ce funambulisme. C'est risqué, forcément, parce que l'entraîneur Nagelsmann n'a pas énormément d'expérience encore. C'est encore un jeune trentenaire. Parce que ces joueurs, eux non plus, n'ont pas énormément d'expérience. Ils en ont un Upamecano, par exemple. Ça y est, maintenant, il a l'expérience des grands matchs, mais ce n'est pas non plus 70 sélections, 500 matchs de Bundesliga. Donc, on veut avancer vite en prenant des risques. On sait que parfois, on trébuche. On sait surtout qu'en étant courageux dans la tactique, en étant courageux techniquement, en proposant un jeu rapide, mais pas inconscient, c'est-à-dire un jeu, souvent, vous regarderez, souvent avec 2 touches de balle, en fait. Mais on va vite quand même. Dans les transitions, le ballon va très vite.
on a essayé de trouver cette espèce d'équilibre un peu incertain. Comme ça, on se dit, oh là là, c'est limite, ça va pas passer, ils rencontrent des gros. Et puis en fait, là, bonne surprise pour l'observateur. Et j'étais confiant, moi, sur leur capacité à continuer de franchir ces paliers. Demi-finale, échec contre le PSG il y a quelques mois. Là, ils confirment dans un groupe très relevé, très relevé. Et en championnat, ils laissent quelques plumes comme tout le monde. Il y a eu 1 ou 2 défaites malheureuses. Mais c'est une équipe, pour répondre à la question initiale, qui, à mon avis, peut être très bien, très longtemps dans les 2 compétitions. Bien sûr, il y aura le tirage en Ligue des Champions qui sera important. Bien sûr, en championnat, on l'a dit, il y a un gros embouteillage parce que devant, c'est costaud. Mais Leipzig, mettez-vous ça dans la tête. Autant c'est un club qui n'est pas très aimé en Allemagne, qui n'a pas une grosse surface de supporterisme, autant c'est un club performant, compétitif. Et il faut compter avec lui maintenant. Les dirigeants, je terminerai sur le volet économique simplement. Les dirigeants ont fixé des objectifs clairs qui donnent du stress sportivement. L'année dernière, c'était obligation de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions en championnat. Ça a été un peu tendu par moments. Il y avait Dortmund, il y avait Leverkusen qui pointait le nez aussi, Mönchengladbach, le Bayern, il y a du monde. Ils ont réussi sous la pression. Ils ont réussi de nouveau sous la pression aussi de sortir de ce groupe de Ligue des Champions compliqué. Talent plus choix souvent réussi, plus organisation, structure forte, administrativement, économiquement, c'est tout ça très très pertinent et il y a très très peu de fausses notes en fait dans le fonctionnement actuel du RB Leipzig. Le meilleur exemple de cet ADN justement d'un vélo sans roulette qui continue d'accélérer, c'est peut-être justement ce fabuleux match parce qu'il a été vraiment un match extraordinaire, le 3-3 contre le Bayern il y a quelques jours. Si je ne m'abuse, le Leipzig a même mené à 1 ou 2 reprises, si je ne dis pas de bêtises. 2 fois. 2 fois, ouais. Du coup, moi, j'aurais juste voulu t'entendre sur un joueur que j'adore, qui est Forsberg. Est-ce que tu pourrais nous donner en quelques mots ton impression sur ce joueur qui m'épate à chaque match? Oui, et c'est d'autant plus important à souligner qu'il a eu un sacré creux quand même il y a quelques mois. Moi, j'en ai été à me dire, parce qu'inconsciemment, on se dit RB Leipzig, équipe dynamique de jeunes. Effectivement, quand Forsberg était là au départ, il était dynamique et il était jeune. Et puis on s'est dit, ah ben là, il n'est plus dans le coup, blessure, la tête un peu au fond du seau, ils vont s'en débarrasser comme une vieille chaussette, comme un vieux bas de footballeur qui a été usé et qu'on ne veut plus remettre. Et ben non, ils ont eu l'intelligence aussi, le RB, à travers cet exemple, et peut-être quelques autres aussi, parce qu'il n'y a pas que des bambins dans cette équipe, ils ont eu l'intelligence de continuer à le couver et de faire confiance à ses capacités de vision, de technicien. Je plaide coupable, moi, parce que je m'étais dit, oh, ben maintenant, il va être considéré comme trop lent dans cette équipe. L'entraîneur va se dire, il est un peu encombrant. Moi, je veux jouer vite, je veux de la transition, je veux d'une Nkunku, je veux des joueurs comme ça rapides, du Angelino, des joueurs qui ne jurent que par la vitesse dans un premier temps. En fait, non. Et c'est toute l'intelligence de Leipzig, c'est qu'on a su évoluer aussi par rapport au principe de départ qui était de ne recruter que des joueurs de moins de 23 ans. On est capable aussi de garder suffisamment longtemps d'autres joueurs, quelques cadres, puisqu'on peut le qualifier, le Forsberg en question, de cadre désormais. Et il a retrouvé un niveau… alors, il n'est pas brillantissime 90 minutes sur 90 à tous les matchs 2 fois par semaine, mais il a montré quand même de super choses cette saison. Il a retrouvé le sourire, vous le voyez sur les images, les gros plans et tout. Et puis, joueur extraordinaire parce que milieu de terrain passeur, il peut aussi être décisif quand il y a un brouillon et du cafouillage dans la surface. Très important, ce joueur-là. Devant lui, c'est beaucoup de jeunes aussi. Poulsen est là depuis longtemps, il était là dès la 3e division, mais il est encore jeune, ce jeune attaquant danois, pour n'en citer qu'un. Et Forsberg a réussi, et j'en ai douté moi il y a quelques mois, a réussi à endosser le costume un petit peu du patron du jeu. C'est pas un numéro 10, c'est pas un attaquant non plus classique. Il est un peu entre les deux, il peut être aussi sur un côté.
et l'entraîneur arrive à se servir de sa flexibilité, pour employer un mot très moderne, Ouais. très très bien. Et il faut espérer simplement que ça dure le plus longtemps possible dans la saison, parce que c'est vraiment des joueurs qui peuvent faire basculer certains matchs. Oui, classe particulière pour ce joueur-là, pas hors catégorie, mais quand même très bien. Oui, c'est la grande question. C'est la grande question parce que les débats habituels sont dans notre esprit. Les amateurs de foot les connaissent. Lucien Favre, très bon technicien, l'entraîneur, mais pas forcément un manager euh, au plan personnel, au plan humain idéal. Ça, on connaît. Il y a toujours ce petit souci. Et on se demande toujours si Lucien Favre, qui se force au bord du terrain à être un peu plus démonstratif, est capable de mener une aventure humaine à son terme. Bon, ça, c'est une question. Ouais. Une autre question, c'est là aussi ce qu'on a évoqué avec le Bayern et avec Leipzig. Est-ce que Dortmund, qui est quand même dans un modèle économique, de business avant tout, euh, faire prospérer des jeunes, les revendre et en faire une plus-value, je simplifie, mais c'est un peu l'idée. Ouais. Est-ce que ça, c'est compatible avec de grands desseins sportifs? Je veux dire, gagner un championnat, regagner un championnat, ça fait quand même bientôt, pas tout à fait, mais presque 10 ans que ça a fonctionné avec Jürgen Klopp. Ouais. On voudrait revenir à cela. Et puis en Coupe d'Europe aussi, faire partie du dernier carré ou quoi. Est-ce que c'est compatible, les capacités tactiques, techniques de Lucien Favre avec une aventure humaine qu'il serait peut-être, je continue de garder mon petit point d'interrogation, incapable de mener, puisque c'est les critiques qu'on lui fait. Donc il y a ces petites réticences vis-à-vis d'une capacité de Dortmund à tout casser sur le plan national et européen. Sur le plan du terrain, vous imaginez bien que la presse tabloïde, la boulevard presse, comme on dit en Allemagne, Ouais. s'est tout de suite emparée lorsque Holland a été blessé pour quelques semaines et que le jeune Moukoko, le jeune de 16 ans, commençait à prendre sa place dans cette équipe professionnelle, s'est tout de suite emparé du sujet en disant Lucien Favre, monsieur, vous faites erreur, quoi. Il faut mettre Moukoko tout de suite, il faut Mm. qu'il joue, il est performant, il est brillant, il faut y aller, quoi. Et effectivement, le reproche qui lui a été fait lors du dernier match, c'est mais pourquoi Moukoko est rentré si tard ou pourquoi Moukoko n'a pas fait 90 minutes? Bon, c'est la difficulté aussi pour Dortmund. On parlait des jeunes avec Leipzig. À Dortmund, il y a beaucoup de jeunesse. Jadon Sancho, c'est encore très jeune. Jude Bellingham, Ah là là, milieu Jude. défensif, formidable joueur, mais J'adore. là aussi très jeune. Euh, des joueurs comme Julian Brandt, un peu plus âgés, quand même encore jeunes, hein, n'oubliez pas, ne sont pas actuellement en mesure d'endosser les responsabilités d'une saison, d'un vestiaire, voire même d'un match. Et c'est la difficulté à Dortmund. Pour moi, c'est la problématique, c'est la grande question encore. Est-ce que Lucien Favre peut, dans un futur proche, pourra, dans les prochains mois, emmener derrière lui tous ces joueurs? C'est un peu hétéroclite. Il y a du Hummels, il y a du Reus aussi. On s'est posé la question. Il y a eu une émission du dimanche matin bien connue à la télévision allemande qui a évoqué ce sujet. On s'est un peu frité, pardonnez-moi l'expression, sur le plateau parce que certains, comme Stefan Effenberg par exemple, disaient mais Reus, mais c'est le capitaine. Mais s'il est physiquement apte, il faut l'aligner systématiquement. Il faut que ce soit lui qui mène les troupes. Il joue. Et puis s'il est fatigué, il sort au bout de 70 minutes. D'autres disaient ah, mais Royce, il est peut-être plus tout à fait au niveau des talents, des jeunes talents qui l'entourent. Peut-être que ce capitana, il est peut-être plus tout à fait pertinent. Donc ça fait quand même plein de petites questions pour Dortmund qui sont pas tout à fait résolues, pour lesquelles Lucien Favre se fait des cheveux blancs. Ouais. Et peut-être ça fait partie des quelques explications pour lesquelles le Bayern peut être devant actuellement, Leipzig, Leverkusen, et puis qu'il y a la menace aussi d'autres équipes tout près derrière qui peuvent revenir. Le ciel n'est pas tout bleu, n'est pas tout jaune et noir à Dortmund actuellement encore. Ouais. D'accord, très clair sur cette analyse du coup multifactorielle Oui, concernant la situation du Borussia Dortmund. Aujourd'hui, voilà, c'est top parce qu'on a vraiment pu faire le tour de ce top, de ce Big Four. Je ne sais pas si vous avez un terme en Allemagne pour ce type de référence. non, il y a pas effectivement, mais c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Il y a cette espèce de noyau là devant,
Ah oui. Puis derrière, un peloton aussi très ambitieux, des ambitions cachées parfois. Peloton qui est mené par le Mönchengladbach de Marco Rose, pas dans le classement actuellement, mais dans l'esprit, Ouais. avec Wolfsburg, avec une surprise aussi de temps en temps. Ça peut être Augsbourg, ça peut être l'Union Berlin, Ouais. ça peut être peut-être un ou deux clubs auxquels je ne pense pas. Ça pourrait être le Hertha, mais actuellement ils sont en retard. Donc oui, il y a effectivement ces 4,5, 5 équipes en tête si on y ajoute Mönchengladbach. Et puis derrière, quelques points en retrait. On peut imaginer peut-être en fin de saison 3-4 clubs ambitieux pour gratter une place en Europa League.